Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de la presse quotidienne régionale de Sud Radio et bien sûr de Public Sénat ce matin. Pour nous visiter sur ce plateau, Frédéric Pechnard, vous êtes le directeur général des Républicains. Merci d'être avec nous sur une actualité d'ailleurs qui vous concerne. Vous êtes un ancien policier. Christophe Bordet pour vous interviewer pour Sud Radio. Bonjour. Et Michael Zamès pour vous interviewer pour Public Sénat. Donc arrestation d'un homme, Reda Criquet, c'est son nom, une opération de police à Argenteuil. Cet homme est suspecté d'avoir voulu organiser un attentat et d'être proche d'Abaoud, le chef opérationnel des attentats du 13 novembre à Paris. Vous êtes ancien directeur général de la police nationale. Est-ce que vous avez des informations complémentaires à nous donner ce matin? Est-ce que vous parlez avec vos collègues? Qu'est-ce qu'on sait? Non, je n'ai pas d'informations complémentaires à vous donner. C'est d'abord, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, cette arrestation. C'est une mauvaise nouvelle, mais on le sait depuis longtemps, c'est que la France est directement menacée. Et cette arrestation, d'ailleurs, n'y changera rien. Nous continuerons à être menacés pendant les mois et les années à venir. Et puis, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un attentat qui, visiblement, a été déjoué. Ça signifie, ce qu'on sait aussi, c'est que nos services policiers, et notamment notre service de renseignement à DGSI, est particulièrement efficace et efficiente. Et ce matin, c'est une occasion, au travers de cette affaire réussie, de leur rendre hommage, eux qui sont assez souvent critiqués. Quand vous étiez en fonction, je parle de la police, il y existait 50 djihadistes qu'on suivait. Aujourd'hui, il y en a 3000. C'est une énorme différence. Oui, effectivement, ça a complètement changé de dimension. Le djihadisme, des Français qui partent faire le djihad, et notamment en Afghanistan, ça a commencé dans les années 1990, c'est donc pas quelque chose qui est nouveau. Je me rappelle, j'étais à l'époque chef de la section antiterroriste de la brigade criminelle, et on travaillait sur ces djihadistes. Ils ont été en Afghanistan, puis ça a été le Yémen, ça a été le Kosovo, la Tchétchénie. Mais à chaque fois, on avait une poignée d'hommes, ce qui fait qu'on était tout à fait dimensionné pour pouvoir travailler sur tous ces gens-là. Ce qui a changé aujourd'hui, la menace qui a changé, c'est qu'elle est devenue beaucoup plus importante parce qu'on a laissé Daesh grossir. L'État islamique, qui était au départ une espèce de branche d'Al-Qaïda, a grossi. Le juge Trévidic l'avait d'ailleurs très bien dit sur une antenne, on a laissé depuis 2012 grossir le monstre. Christophe Bordet. Frédéric Pechnard, est-ce que aujourd'hui on peut dire qu'avec cette nouvelle arrestation, plus que jamais, l'état d'urgence est justifié dans ce pays, en France? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut prendre un certain nombre de mesures. Alors, les mesures, c'est peut-être l'état d'urgence. Le problème de l'état d'urgence, c'est d'ailleurs pas tellement de le décréter, c'est d'en sortir sans l'affadir. Vous savez, on est depuis des années au niveau le plus haut de Vigipirate, ce qui fait que ça dénature un petit peu le sens de Vigipirate. Ce qui est certain, c'est qu'il faut prendre des mesures pour renforcer l'efficacité des services de police et de justice pour procéder aux interpellations et à la neutralisation des équipes terroristes. Quand vous dites prendre des mesures, par exemple, Jean-François Copé hier soir disait « Il manque des policiers en France ». Est-ce qu'il faut plus de policiers, plus d'humains? Je ne suis pas certain que ça soit aussi simple que ça. Il faut surtout des policiers spécifiquement formés. Que les policiers qu'on recrute actuellement, c'est une bonne chose de recruter des policiers, je ne vais pas naturellement dire le contraire, mais les policiers qu'on recrute aujourd'hui ne seront pas opérationnels dans les services de renseignement avant plusieurs années. C'est-à-dire que plus que de l'humain en termes de qualité, de quantité, il faut de la qualité. Il faut des gens qui soient particulièrement motivés, efficaces. Et puis, il faut aussi, et peut-être surtout, qu'ils aient les moyens de travailler. Le renseignement est devenu quelque chose de très technique. Nous avons besoin d'avoir des possibilités d'interception. On voit bien que les terroristes utilisent énormément Internet, utilisent des logiciels pour crypter leurs conversations, et on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de moyens techniques qui nous permettent d'avancer. Michael Zamès. Le Premier ministre a dit « nous sommes en guerre ». Alors si nous sommes en guerre, selon vous, doit-on raisonnablement organiser l'événement qui va arriver au mois de juin, à savoir l'Euro de football? C'est une vraie question. D'abord, le Premier ministre a dit « nous sommes en guerre ». Je partage cet avis. Il y a des gens qui nous ont déclaré la guerre et qui ne vont pas arrêter demain matin. Par contre, une fois qu'on a ces postures, qui sont des postures très martiales, il faut voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Il ne suffit pas de dire « attention, on est en guerre, on va faire des choses » pour résoudre les problèmes. Il faut prendre un certain nombre de mesures derrière. Alors, sur l'euro, par exemple, la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit continuer à vivre malgré le terrorisme ou est-ce qu'il faut rester calfeutré chez soi? Moi, je pense qu'il faut continuer à vivre. Donc, organiser l'événement. Alors, bien sûr, c'est difficile, bien sûr, c'est dangereux, mais finalement, arrêter de vivre, c'est donner raison aux terroristes. Et la résilience, le courage dont on doit faire preuve, c'est de faire cet événement. Par contre, quand j'entends que, par exemple, Madame Hidalgo à Paris veut créer une fan zone
sous la Tour Eiffel pour accueillir 100 000 personnes qui tous les soirs pendant un mois vont être sous la Tour Eiffel, alors là, je suis absolument terrorisé. Bien sûr, je suis contre. Je suis contre parce que c'est offrir aux terroristes une possibilité de faire un attentat massacre, une possibilité de faire des actions extrêmement simples, puisqu'on saura qu'il y aura 100 000 personnes tous les soirs pendant un mois à cet endroit-là. Et évidemment, même si un service de sécurité privé, il faudra mettre énormément de policiers pour la protection, autant de policiers qui nous manqueront dans la lutte antiterroriste. En tout cas, il faut interdire les fan zones à Paris. C'est l'analyse de l'ancien directeur général de la police, ça ? Oui. Si vous étiez directeur général de la police aujourd'hui, vous demanderiez l'interdiction de ces fan zones ? En l'occurrence, c'est le préfet de police qui s'occupe de ça. Mais si j'étais préfet de police aujourd'hui, je participerai bien sûr à l'organisation de l'Euro, mais j'interdirais la fan zone. À Paris, mais ailleurs, on pourrait les faire. Alors ça dépend de ce que c'est comme fan zone, ça dépend comment est la protection, ça dépend des lieux. Je crois qu'il faut voir les choses au cas par cas. Voilà. Mais en tout cas, à Paris, je l'interdirais, oui. Frédéric Pechnard, NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, s'est prononcée sur Sud Radio et Public Sénat dans cette émission en début de semaine pour la perpétuité réelle pour les terroristes. Est-ce que effectivement il faut la perpétuité réelle pour les terroristes, de manière à ce qu'ils ne sortent pas au bout de 10 ans, 15 ans, par exemple? Alors, la perpétuité réelle en France, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ce qu'on appelle perpétuité réelle, c'est une peine de perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans. Pour faire simple, une peine à perpétuité, la personne peut rester tout le temps, mais elle peut sortir juridiquement au bout de 18 ans, sauf s'il y a une peine de sûreté. Cette peine de sûreté pour les terroristes est au maximum de 22 ans. Elle a été portée, cette peine de sûreté, c'est à la période incompressible pendant laquelle les gens ne sortent pas, à 30 ans, pour 2 types de crimes. Les assassinats avec viol et torture d'enfants et les assassinats de policiers et de gendarmes. Est-ce qu'il faut l'étendre aux terroristes aujourd'hui qui nous attaquent? Ça ne changerait pas le cours du monde, mais oui, j'y suis plutôt favorable qu'on puisse condamner les terroristes qui nous attaquent, et notamment bien sûr ceux qui ont des sangs sur les mains, à une peine de perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans. C'est-à-dire rajouter une 3e catégorie de personnes. Frédéric Pechnard, est-ce que vous avez entendu Malek Bouti hier, qui a eu des propos assez durs? Il appelle à mettre sous tutelle de l'État les Molenbeek qui existeraient en France, c'est-à-dire ces communes, ces quartiers où la radicalisation, le communautarisme font des ravages. Il a raison? Je ne suis pas sûr qu'il faille absolument voir les choses de cette façon-là. Nous avons en France des quartiers où la République a reculé. Ça, c'est incontestable. Des mairies qui ont laissé avoir des heures différenciées pour les piscines entre les hommes et les femmes, etc., etc. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on fasse très attention à ça. C'est effectivement important. Mais si tous ces maires n'arrivent pas à gérer certains quartiers, est-ce qu'il faut que ce soit l'État qui prenne un peu la main? En tout cas, je pense qu'il faut, c'est pas quelque chose qui est impossible, mais je pense qu'il faut surtout aider ces communes, aider ces maires. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques mois, on a un maire qui a refusé d'avoir des repas de substitution à l'école, en disant l'école de la République, chacun vient y manger ce qu'on lui donne. Nicolas Sarkozy l'a soutenu, ça a été un des seuls. Ça a été un tollé contre lui. Or, on voit bien que c'est quelque chose de fondamental. Le problème, c'est pas les enfants. Le problème, c'est le recul de la République systématique. Il faut être impitoyable sur la laïcité, sur l'égalité homme-femme, ne pas tolérer un certain nombre de choses. Quand vous avez quelqu'un qui, dans une entreprise, privée ou publique, refuse de serrer la main aux femmes, refuse de travailler avec des femmes, voilà, ce type de comportement, à chaque fois qu'on l'accepte, c'est la République qui recule. Donc il faut absolument être très clair et très fort sur les principes républicains de la France. Michael Zamès. Sur la déchéance de nationalité, le Sénat a voté un texte pour faire la déchéance pour les binationaux sans faire d'apatride. François Hollande doit-il abandonner cette réforme? Écoutez, on a passé énormément de temps à parler de cette réforme, qui est quand même quelque chose de relativement cosmétique, d'autant plus que la déchéance de nationalité existe déjà dans le Code civil. Bien. Le président de la République a voulu en faire un marqueur, il a fait un discours très solennel devant le Congrès, il a eu des mots très forts et il a exigé la déchéance de nationalité pour les binationaux. Et bien, finalement, c'est ce qu'a voté le Sénat. Donc, je ne comprends pas bien ces volte-face successives là-dessus. Au final, le Sénat a voté ce que lui demandait le président de la République de manière très solennelle. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui le président de la République est emmêlé. Probablement parce qu'il est emmêlé dans ses mensonges. Et au final, qu'est-ce qu'il doit faire, le président de la République? Qu'est-ce qu'il doit faire? Abandonner la réforme? Je ne suis pas le président de la République. Là, vous avez peut-être une idée. Vous travaillez avec l'ancien président de la République. Et j'en suis fort satisfait. Je
crois que Qu'aurait fait Nicolas Sarkozy? Il récolte ce qu'il a semé, c'est-à-dire qu'à force de mensonges, d'hésitations, d'allers et de retours, eh bien, plus personne ne comprend rien à la façon dont se gouverne la France. Or, ce dont on a besoin, surtout dans les périodes qui sont des périodes difficiles, inquiétantes, c'est un capitaine qui tienne un cap. Les Français ont besoin d'un cap et d'un capitaine qui tienne fermement la barre. Au lieu de ça, on a un pas en avant, un pas en arrière, comme pour la loi El Khomri, et on n'y comprend plus rien. Frédéric Pechnard, il y a une préoccupation très importante qu'ont les Français, c'est l'emploi, vous le savez. Le chômage, c'est plus 1,1%, c'est un nouveau record avec 38 400 chômeurs supplémentaires, plus 1,1 donc. La loi travail présentée hier au Conseil des ministres, elle peut vaincre le chômage, selon vous? Quelle loi travail? La première mouture, la deuxième, la troisième, celle qui sera amendée par certains députés socialistes qui ont déjà été, à qui on a déjà demandé de le faire. Elle va dans le bon sens? Franchement, au point d'imprécision où on est, c'est difficile. Je crois qu'au départ, le premier avant-projet, parce que ce n'était pas un projet de loi, il n'était pas encore passé devant le Conseil des ministres, le premier avant-projet allait en partie du moins dans le bon sens. Par exemple, le plafonnement des indemnités de licenciement devant le Conseil des prud'hommes est évidemment une bonne chose. Ça permet aux chefs d'entreprise d'avoir une visibilité sur ce qu'ils doivent mettre de côté en cas de licenciement. Bon, bien sûr, ça a été dénoncé et bien sûr, ça a été retiré. Voilà. Donc il y avait une bonne idée qui consistait à aider les entreprises, qui consistait à avoir plus de flexibilité dans le travail pour diminuer le chômage, parce que notre problème, c'est quand même les presque 6 millions de chômeurs. Il y en a encore dans le texte. Il y en a encore actuellement. Un minimum. Très peu. Et puis, qu'est-ce qui va sortir de l'Assemblée? On voit bien qu'aujourd'hui, la majorité fait le grand écart complet sur tous ces sujets. Et entre les postures du départ... Il faut le voter, ce texte, ou pas, au final? Mais ça dépend. À quoi il ressemblera? Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Qui peut savoir honnêtement à quoi ressemblera le texte qui sera définitivement proposé à l'Assemblée nationale? Celui qui est... Donc le texte a été présenté une première fois, enfin même pas présenté puisqu'il n'est pas arrivé devant le Conseil des ministres, retiré avant même de passer au Conseil des ministres, remis, rechangé sous la pression de la rue, eh bien on verra ce qu'il en sort, mais à mon avis, pas grand-chose. Puisqu'on parle de la pression de la rue justement, Frédéric Pechnard, violence policière hier en marge de la manifestation des étudiants et des lycéens contre cette loi El Khomri, un jeune frappé par les forces de l'ordre, Bernard Cazeneuve choqué, une enquête ouverte par la police des polices, ces violences sont évidemment, on a vu les images, inacceptables. Est-ce que c'est ça qu'il faut attendre de la police dans ce genre de cas? Moi, ce que je pense, c'est que ça trahit tout de même une grande inquiétude et une grande exaspération, d'ailleurs, de part et d'autre. Quand vous avez des jeunes qui descendent dans la rue... Ça veut dire quoi, que les policiers n'en peuvent plus? Quand vous avez des jeunes qui descendent dans la rue, comme hier, qui mettent le feu à un lycée du 9e arrondissement, qui attaquent les policiers, c'est quelque chose qui n'est pas admissible. Bien. L'ordre doit régner. Ce sont les policiers qui ont été dans l'autre attaqués. sens. Et dans l'autre sens? Excusez-nous. L'ordre doit régner. Maintenant, s'il y a des débordements, vous l'avez dit vous-même, l'inspection générale de la police nationale est saisie. La police est une des mais est-ce que les policiers ont des circonstances atténuantes en ce moment, avec la fatigue, etc. La police est une des administrations qui est le plus contrôlée, où il y a le plus de décisions devant le conseil de discipline. Donc nul doute, si ce policier a commis une faute ou une erreur, il sera sanctionné et c'est normal. Maintenant, vous l'avez dit, en ce moment, la police est quand même incontestablement sur les dents et sur les nerfs. Notamment les opérations Sentinelle, qui est une opération qui est plus militaire, mais des opérations qui consistent à garder, avec des gardes statiques, des dizaines et des dizaines de points, est quelque chose qui est extrêmement fatigant pour les policiers, extrêmement inquiétant, parce que finalement, vous faites un petit peu la cible devant un endroit, et finalement assez peu efficace. C'est une vision très archaïque de la police. Et ça rassure les gens? C'est une vision très archaïque de la police, de penser qu'en mettant 2 policiers avec un gilet pare-balles de 25 kilos, restant pendant 8 heures sous la pluie, qu'ils puissent être encore efficaces. Je ne crois pas que ce soit ce qu'il faille faire. Je crois d'ailleurs que le préfet de police... Le gouvernement, Bernard Cazeneuve, même s'il est choqué, ils sont responsables de ce qui s'est passé hier avec ce jeune? Le ministre de l'Intérieur, quel qu'il soit, est toujours responsable des agissements jusqu'au plus lointain des policiers. C'est comme ça. C'est pas Bernard Cazeneuve. J'ai toujours constaté qu'on reprochait toujours au ministre de l'Intérieur tout ce qui se passe dans la police. Je ne vois pas pourquoi celui-ci en serait épargné. Michael Zamès, dernière question. La Cour de cassation a validé l'enquête sur les écoutes qui touchent Nicolas Sarkozy. Selon vous, aujourd'hui, peut-il aller à la primaire avec une suspicion au-dessus de lui, une épée de Damoclès? En tout cas, Nicolas Sarkozy est aujourd'hui extrêmement serein et extrêmement déterminé. Alors je ne sais pas s'il sera candidat
pour la primaire ou pas. Il prendra sa décision. C'est une décision qui lui appartient. Il la prendra probablement au début septembre. Enfin, vous ne sentez rien? Alors, je peux vous dire ce que je souhaite, moi, ce que j'espère, moi. Moi, je souhaite qu'il soit candidat. J'espère qu'il soit candidat et j'espère qu'il sera élu président de la République. Parce qu'il a la compétence, il a l'énergie. Aujourd'hui, M. Pechner, plus rien ne s'oppose à ce qu'il y aille en tribunal correctionnel, que la correctionnelle se mette en place. Est-ce que cela vous inquiète? Je vais vous dire, je suis tout de même assez stupéfait de l'avalanche de procédures qui lui sont tombées sur la tête. On a quand même un petit peu l'impression que toutes ces procédures, qui, je le rappelle, se dégonflent et se sont dégonflées les unes après les autres, on a un peu l'impression que cette avalanche de procédures a été organisée pour l'empêcher de revenir en politique et l'empêcher de se présenter devant les Français. C'est une cabale. Donc ce que je pense, c'est que cette affaire, elle se dégonflera comme les autres. Michael Zamès, autre question? Oui, bien sûr, parce que sur la primaire, il y a les règles du jeu qui sont en train d'évoluer, de changer. Visiblement, ce que nous disait lundi dernier Nathalie Kosciusko-Morizet, on l'empêcherait d'avoir ses parrainages du côté de parlementaires à gauche. Elle disait pire que ça, elle disait qu'on a changé les règles en cours de route. En cours de route. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous êtes directeur général des Républicains. Alors d'abord, la première chose, c'est que ce n'est pas le parti qui organise la primaire. Je ne cherche pas à me défausser, je vais vous répondre. Mais la primaire est organisée par... Mais changer en cours de route, c'est vrai que ça fait curieux. La primaire est organisée par une haute autorité qui décide, elle a une charte de la primaire. Cette charte peut être amendée par une décision du bureau politique. Elle le sera probablement parce qu'il se passe quelque chose d'un petit peu baroque auquel les organisateurs, dont je ne fais pas partie, les organisateurs n'avaient pas pensé, c'est qu'un de nos candidats puisse se faire parrainer par des gens qui ne partagent pas nos valeurs. Or, à partir du moment où, pour pouvoir voter à la primaire, il faudra que tous les électeurs signent une charte comme quoi ils se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du centre et qu'ils s'engagent pour l'alternance, eh bien, assez légitimement et assez logiquement, la haute autorité a estimé qu'il fallait aussi que les élus qui parrainent nos candidats signent cette même charte. Voilà. C'est quelque chose qui est relativement peu engageant, mais il est quand même normal que quand vous soutenez un candidat qui représente la droite, que vous partagiez les valeurs de la droite. Frédéric Pechner, avant de nous quitter, une toute petite question personnelle. Qu'est-ce qui est plus difficile, la vie politique ou la vie de grand policier comme vous l'avez été? La grande différence, c'est Winston Churchill qui le disait, à la guerre on ne meurt qu'une fois, en politique on peut mourir plusieurs fois. La police, vous êtes dans le concret, j'ai été presque 10 ans à la brigade criminelle, j'ai été sur 400 scènes de crime, vous voyez des vrais morts, vous êtes directement en contact avec des choses qui sont très difficiles. La politique, les choses sont beaucoup plus feutrées. Dans ce sens-là, c'est plus facile. Merci Frédéric Pechner, directeur général des Républicains, ancien directeur général de la police nationale, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. On passe à l'analyse de l'actualité avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, bonjour Mathieu Verrier de La Voix du Nord, bonjour Pascal Jalabert du Progrès de Lyon, merci d'être avec nous ce matin. On démarre par Argenteuil, cette opération de police, un projet d'attentat en France, avec à la clé, je crois de la part des policiers, la récupération d'armes lourdes. Le nom du suspect s'appelle Reda Criquet, 34 ans. C'est reparti Pascal Jalabert et ça va recommencer et recommencer et recommencer. Ça continue, je crois que Bernard Cazeneuve l'a dit hier soir, il y a quand même eu 77 arrestations pour des faits liés à du terrorisme depuis le 13 novembre. Il faut s'habituer, je veux dire, il faut s'y habituer. Voilà, nous y sommes dedans. Quotidien. Il faut s'habituer et je crois qu'il faut aussi continuer à vivre normalement. Ce que font les Français, et là c'est plutôt un bon signal. Parce que les terroristes n'arrivent pas à déstabiliser l'économie, la vie quotidienne. En même temps, il faut peut-être être un peu plus vigilant, notamment sur les zones qu'on connaît qui sont à risque. Alors Frédéric Pechner, le directeur général des Républicains, qui est un ancien grand policier, nous disait qu'il est favorable tout de même à l'organisation de l'Euro l'été prochain. Il avait une question sur les fan zones, enfin la fan zone de Paris, notamment celle de la Tour Eiffel, et il a mis en cause un peu ce qui est un peu le maire de Paris, la maire de Paris. Ambigu d'ailleurs. Il dit il faut continuer à vivre, il faut continuer à vivre ces grands événements, mais pas de fan zone. Mais c'est le policier qui parlait. Ça permet aussi de vivre ces grands événements. Il y aura de toute façon des bars bondés, il y aura des rassemblements dans les villes. Bon, une fan zone, ça permet aussi d'organiser un peu ces rassemblements. En même temps, la Tour Eiffel, c'est vrai que c'est un symbole. C'est un symbole, mais paradoxalement, c'est tellement un symbole, c'est tellement protégé toute l'année que l'inquiétude, elle peut finalement être davantage sur les fan zones de province
où il n'y a peut-être pas les mêmes effectifs policiers, où il n'y a peut-être pas la même habitude de surveillance. Donc là, il va appartenir au pouvoir public de bien gérer ça. En même temps, une fan zone, ça permet peut-être aussi de contrôler qui rentre, qui sort, qui est là, ce qui n'est pas le cas dans des rassemblements spontanés en ville. La question qui vient à l'esprit ce matin après ces opérations policières et cette arrestation de Reda Cricket, c'est qu'au fond, les services fonctionnent bien après Pascal Jalabert. En tout cas, mieux. Globalement, les services fonctionnent plutôt bien en France. Par contre, ce qui passe mal, c'est l'échange de renseignements entre les différents services, entre la justice et la police. Je vais prendre qu'un exemple, je ne connais pas bien l'affaire Reda Cricket, mais prenons Fabien Klein. Fabien Klein, c'est ce djihadiste proche de Mera qui est en Syrie, qui a revendiqué les attentats du 13 novembre. Bien, ce monsieur, on l'avait en prison. Il se trouve que sa cellule, comme par hasard, était proche de celle d'un Kouachi, qui était proche aussi de celle de Bengalem. Donc, à mon moment, il y a des failles entre administration pénitentiaire, justice, police. Tout le monde a travaillé pendant trop longtemps de son côté et aujourd'hui, on est en train de rattraper cela, mais il faudra des années. Et je crois, et je le dis à chaque fois sur ce plateau, plutôt que faire une loi sur la déchéance de nationalité qui ne sert à rien, mieux vaudrait réorganiser tout le renseignement et aller plus vite là-dessus. La deuxième grosse actualité ce matin, c'est le chômage qui repart. Mathieu Verrier, est-ce que ça compromet la candidature de François Hollande? Elle s'éloigne ou pas? Bien sûr que ça la compromet. Et plus on va avancer vers les élections présidentielles, plus la candidature sera compromise par ce genre de chiffres. Il faut à François Hollande l'inversement de la courbe, mais il faut que ça soit durable, il faut que ça dure et significatif. Plus 1,1%, Pascal Jalabert, 38 400 chômeurs supplémentaires. C'est beaucoup, c'est très mauvais chiffre, au fond. C'est un très mauvais chiffre. Cela démontre une réalité, c'est que la France a besoin de créer beaucoup plus d'emplois que les autres pays européens pour faire baisser le chômage. Or, on n'y arrive pas. Et malheureusement, je crois que même si on y arrivait d'ici la fin de l'année, ce qui est possible, ce serait un peu lié à des mesures de traitement social. Les divisions vont repartir à gauche, vous pensez, du coup? De toute façon, elles y sont. Maintenant, la gauche, il y a une question qui est posée et que la primaire peut résoudre. Quel cap on prend, quelle ligne on prend. Après, il faudra voir si les vaincus, c'est-à-dire ceux qui auront perdu sur une vraie ligne politique, seront capables d'avoir la maturité pour dire « Ok, on a perdu, on se tait, on suit l'autre ligne ». Voilà. Donc, est-ce que la gauche fera cette clarification à l'occasion de cette élection? C'est un des enjeux, c'est une des questions en suspens à ce jour. Alors, Frédéric Pechnard s'est dit confiant, lui, dans la possibilité de Nicolas Sarkozy d'être candidat à l'élection présidentielle et de, au fond, enjamber les problématiques judiciaires qui arrivent. Est-ce que le fait que la Cour de cassation ait validé ses écoutes et la possibilité de se renvoi en correctionnel, selon vous, Pascal Jalabert, ça compromet les choses ou pas? Il y a cela, mais surtout, ce qui compromet aujourd'hui pour Nicolas Sarkozy, c'est qu'il ne décolle pas. Il est très bas dans les sondages, il est devancé par Alain Juppé, le taux de rejet reste fort, et le temps passe, le temps file contre lui. Ça n'a pas bougé depuis les régionales. Mathieu Verrier? C'est une épée de Damoclès qui pèse au-dessus de lui, et les électeurs de la droite peuvent se demander aussi, est-ce qu'on va désigner un candidat qui potentiellement peut être convoqué devant un tribunal correctionnel? On a appris hier soir, enfin il l'a dit en tout cas, Jean-François Copé, qu'il avait ses parrainages. Frédéric Pechnard, lui, a affirmé au fond que, bon, même si ce n'était pas de son ressort, que ce n'était pas illégitime, qu'on change un peu ce système de demande de parrainage en cours de route. Alors on change, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui dit que les règles sont changées. Disons qu'il y a une petite précision dans les règles en fait. Voilà, il précisait pas quel parlementaire pouvait parrainer ou ne pas parrainer. Alors c'est plus une précision qui paraît assez logique, que les parlementaires de gauche ne puissent pas parrainer un candidat, ça paraît assez logique. On passe aux unes, celle du Progrès, Pascal Jalabert. Oui, avec donc les manifestations et les... C'est sur la loi travail, hein, la loi El Khomri. Oui, la loi El Khomri. Venue hier au Conseil des ministres. Le Progrès, on a bien fait... La mobilisation marque le pas. Oui, la mobilisation marque le pas, même si... Alors, c'est là qu'elle est le plus dangereuse. Mathieu Verrier, La Voix du Nord, c'est une
très local. Pic de Voilà. trafic à l'Esquin, c'est l'aéroport, hein, c'est ça? L'aéroport de Lille, tout à fait, donc qui récupère une vingtaine de vols chaque jour suite à la fermeture de l'aéroport de Zaventem à Bruxelles. Voilà, donc on est allé voir un peu comment on gérait ce pic de trafic. Merci Pascal Jalabert, Progrès de Merci. Lyon. Merci Mathieu Verrier, La Voix du Nord. On se retrouve lundi de Pâques pour une matinale d'infos autour de Monseigneur Stanislas Lalanne à 8h comme d'habitude. Merci à tous et bon week-end Pascal.